Bien, bonjour à tous. Alors, ne voyez pas dans mon pull un soutien aux actualités politiques, mais plutôt un clin d'œil à quelques éléments dont je parlerai tout à l'heure. Alors moi, je vous propose non pas un projet, mais une flânerie, une promenade. Une flânerie sur la question de la manipulation que la pierre nous offre bien souvent, que ce soit dans l'architecture ou dans la sculpture. Alors, bien souvent, on a, en général, un projet, c'est le primat du concept ou de l'idée de l'objet architectural ou du sujet à sculpter sur la matière ou le mode constructif, qui ne sont que des éléments d'intendance. Ce qui prime d'abord, toujours, bien sûr, c'est le dessin, comme vous pouvez le voir ici. Vous le voyez sur un de ces dessins de la cathédrale de Strasbourg, puisqu'on a là, mais également sur d'autres cathédrales allemandes, un conservatoire extraordinaire de dessins médiévaux qui vous permet de voir cette illustration, ces dessins s'étendant, comme vous le voyez, de la moitié du XIIIe siècle jusqu'à l'aube, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis, de l'idée, donc, on passe au dessin, et du dessin, on va passer au mode constructif, mais comme on va le voir après, le mode constructif pour un même objet peut être extrêmement variable. Et enfin, on va passer sur une décision à prendre, qui est celle de l'apparence que doit prendre l'œuvre. Et donc, c'est toute la question de l'épiderme dont on va parler maintenant, et la question également de certains modes constructifs. L'architecture, c'est donc ce travail sur les lignes architecturales, le volume, la couleur, et ces dessins l'illustrent parfaitement, même s'ils ne sont pas du tout contemporains. Mais j'ai eu, par exemple, ainsi que Pierre-Yves Caillot, je pense, la chance de voir ces dessins originaux déployés dans le grand escalier de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, puisqu'ils sortent extrêmement rarement, et comme ils sont de très grande dimension, il faut le vide complet d'un escalier pour pouvoir les afficher. Et si vous regardez bien celui du haut et celui du bas qui vous donnent des détails plus tardifs, vous voyez bien qu'on ne voit que du trait architectural, on ne voit pas le moindre joint, on ne voit pas le moindre détail de mode constructif apparaître. C'est bien le dessin architectural qui prime. Et on voit également ici des éléments de polychromie pour montrer à quel point la couleur prend une place importante et va permettre d'introduire la notion de volume à l'intérieur de ces dessins en plan. Vous voyez ici la tour de Mute de la cathédrale de Metz, c'est la grande tour Beffroi. Alors la partie haute, en réalité, n'est pas un élément religieux, c'est la tour municipale, c'est là le Beffroi municipal sur cette partie-ci, qui a été construit à la fin du XVe siècle. Et nous avons la chance d'avoir des copies des comptes de travaux, puisqu'il s'agissait d'un chantier municipal. Nous avons la chance d'avoir des copies des comptes de travaux de cette période, où l'on nous dit très clairement que le joint doit être de la couleur de la pierre afin que l'on perçoive l'ensemble comme une masse. Et donc, le joint n'est pas du tout fait pour être vu. C'est une demande expresse du maître d'ouvrage, du comité qui suivait ce projet. Voici ici le lion de Belfort, que vous connaissez tous. Et il existe, vous avez le choix, vous pouvez l'avoir en plâtre, vous pouvez l'avoir en bronze si vous le préférez, et puis vous pouvez l'avoir en pierre à Belfort même. Et si aujourd'hui vous voyez le mode constructif du lion de Belfort avec ses joints, en réalité, nous avions découvert pendant l'étude que le lion avait été intégralement badigeonné initialement, et le but, bien sûr, de Bartholdi, c'était d'avoir un effet de volume, d'avoir un effet de marbre, et le badigeon a disparu au cours du temps. Nous avions fait un travail pour refaire des joints, parce que à ce moment-là, la ville n'envisageait pas qu'on puisse remettre un badigeon, donc on avait fait un travail fin, il y a une dizaine d'années, pour refaire des joints dans le ton de la pierre, en traitant différents tons pour harmoniser l'ensemble. Bon, malheureusement, la ville de Belfort le nettoie régulièrement au Karcher à 150 bars, donc évidemment, c'est un travail qui n'a pas beaucoup duré. Alors, c'est la question de l'aspect dont on peut parler. Voici par exemple l'église Saint-Georges de Sélestat. L'église Saint-Georges de Sélestat a la particularité d'être construite à la fois, alors je suis désolé pour cette photo parce que j'ai dû la rechercher sur Internet, j'avais perdu sur le serveur. C'est une église qui est construite partie en granit et partie en grès. Voilà, c'est cette photo de l'intérieur, mais l'extérieur
est construit exactement dans les mêmes dispositions de ce mélange de grès et de granit. Et lorsque l'on explore la façade avec une nacelle, on voit de multiples traces de badigeons rouges qui recouvrent les éléments de grès ou de granit, qui sont des badigeons médiévaux sur lesquels il y a eu toute une série d'études. Et vous voyez ici le chœur tel qu'il a été restauré par notre confrère Daniel Guémard il y a de ça un peu plus de 10 ans, où il a justement réharmonisé l'ensemble à l'aide de ce badigeon, puisque ce que l'on cherchait, c'était un effet de volume, cet effet rouge dominant par le grès que l'on a en Alsace, bien sûr, mais on cherche un effet de masse et non pas un effet de patchwork accolant différents matériaux. On peut retrouver un même sujet sur une autre église, qui est l'église de Surbourg, qui est une des plus anciennes églises que l'on connaisse, puisqu'elle est datée de 1050, et que l'on a retrouvé des châssis bois qui fermaient les baies, et la datation dendrochronologique nous a permis de confirmer cette date de 1050. Donc, vous avez sur la gauche une vue de 1895 qui vous montre l'église qui était encore enduite à cette époque-là. Dans les années 1930... Voilà. Dans les années 1930, l'église a été agrandie de 2 travées à la manière d'eux, et à ce moment-là, elle a été intégralement décroutée de ses enduits pour lui donner l'aspect que vous voyez aujourd'hui. Mais si on regarde l'édifice beaucoup plus en détail, si l'on parcourt les baies, les réseaux, les meneaux, etc., on découvre qu'il reste de très nombreux éléments de badigeons qui recouvraient l'ensemble, et plus particulièrement encore à l'intérieur du comble de la sacristie qui a été construite au XVe siècle, elle a protégé une baie qui conserve intégralement sur ses pierres les traces de badigeons rouges qui permettaient d'harmoniser l'ensemble, alors que vous avez des grès jaunes, des grès bigarrés et des grès rouges qui sont utilisés. Et également, vous avez l'enduit qui vient autour et un enduit qui suit et qui permet de régulariser la chaîne des pierres. Alors vous me direz, tout ça c'est très gentil, mais c'est de l'autre côté des Vosges, c'est pas chez nous, c'est en Europe centrale. Eh bien, si vous allez en Seine-et-Marne, à l'église de Donne-Marie-d'Ontilly, vous allez trouver exactement les mêmes dispositions dans une période à peu près similaire. Si vous vous promenez en Bourgogne, vous pourrez également voir sur le château d'Ancy-le-Franc, il a été montré lors des dernières restaurations que les ouvrages que l'on voit dans cette magnifique pierre blanche de Bourgogne, appareillés avec grand soin, mais en réalité cet appareillage était purement constructif, puisque l'ensemble des éléments étaient badigeonnés de rouge et de jaune sur l'intégralité de la façade, afin de jouer dans cette bichromie et de donner beaucoup plus d'effet de volume à l'ensemble de la façade. Petit retour dans l'Est, vous êtes à Freistroff, mais ce n'est pas l'Alsace, c'est la Moselle. Vous êtes avant les Vosges, à quelques kilomètres de Metz. Vous voyez ce très beau château, qui est un château Renaissance, construit avec un grès de très mauvaise qualité, puisque c'est un grès qui contient naturellement une forte quantité de sel et qui se dégrade dès qu'il est exposé à l'air libre. Le château est constitué de 3 ensembles, 2 construits par des architectes allemands, 1 construit par un architecte français. Et d'ailleurs, si l'on regardait l'analyse des façades, des dispositions architecturales, on arrive parfaitement à identifier les corps de bâtiments et vis construits par l'architecte français et ceux construits par les architectes allemands sur ce château de plan organique. Vous voyez ici, Vous voyez ici, sur cette baie, par exemple, les nombreux restes de badigeons jaunes qui recouvraient tous les éléments en pierre, tous les éléments de vocabulaire architectural. Et à partir d'une analyse détaillée de la façade, on a pu retrouver l'intégralité de la composition et de cette bichromie avec un double effet, puisque l'on avait un ensemble badigeonné dans des tons jaunes pour les lignes architecturales dans la façade sur cour, avec cet enduit blanc en fond. Et à l'inverse, nous avions au contraire, côté jardin, une composition avec un badigeon rouge et un fond blanc. Donc cette dualité entre les 2 façades qui était un parti pris de l'architecte lors des travaux du XVIIIe siècle ici.
Et donc nous n'avions pas du tout cet effet d'écorché, de squelette, d'arraché que l'on peut voir sur cette vue. Alors, vous allez me dire, pareil, vous êtes revenu à Freistroff, tout ça c'est la Mitteleuropa. Eh bien, si vous vous promenez dans différents châteaux d'Île-de-France, vous pourrez voir également le même sujet. Vous voyez ici des traces de badigeons rouges sur ces pierres qui viennent se prolonger sur des arcs en briques. Ici, on est sur un bâtiment construit dans le courant du XVIIe siècle. Ici, sur un élément de bossage Renaissance, vous voyez que sous les badigeons jaunes successifs, on avait, sur la première couche, la stratigraphie a montré que l'ensemble ici était badigeonné en rouge pour un élément dont on pourrait penser aujourd'hui qu'il a toujours été en pierre apparente depuis l'origine. Un sujet très intéressant sur la basilique Saint-Denis. On a là même un compte de travaux du XVIIIe siècle, un marché passé par les moines de Saint-Denis en 1770 pour le ravalement de la façade de l'abbatiale, où l'on nous dit qu'il faudra badigeonner d'une bonne couleur de pierre et que les joints devront être marqués comme pierre. Donc on voit ici que sur la pierre naturelle, en 1770, on met en place une peau artificielle et l'illusion des dispositions constructives, puisque l'on va même marquer les joints, mais en restant ici dans la teinte du matériau support, ce qui n'était pas le cas dans les exemples que l'on a vus précédemment. Vous avez ici le château de Fontainebleau, le quartier Henri IV à votre gauche, et une photo prise sur le château de Dampierre-en-Yvelines, qui est également construit en grès. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont diagonalement opposés, puisque l'un est à l'est du bassin parisien et l'autre à l'ouest, mais c'est la même couche de grès qui ressort d'un côté et de l'autre du bassin parisien. Et donc là, de la même manière, comme on a construit en grès parce que c'est le matériau local, et dans les deux cas, si vous vous promenez dans les forêts adjacentes, vous n'avez que du grès qui affleure, eh bien, vous voyez qu'à chaque fois, ce grès est recouvert d'un badigeon jaune, et un certain nombre de textes nous montrent que l'on cherchait à retrouver la teinte de la pierre calcaire d'Île-de-France. C'est ça qui était recherché, tout en mettant une peau, une protection sur le grès, qui risque, lui, de se désagréger sous les effets du temps. Alors, à Fontainebleau, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, certains ont dit qu'il ne fallait pas voir Schönbrunn dans Fontainebleau, mais ils auraient lu les archives, ils auraient pu apprendre qu'entre 1810 et 1850, plus de 200 fois, on demande le grattage systématique, la réalisation systématique de badigeons dans le ton de la pierre de l'Île-de-France sur les différents ouvrages en pierre. Et que les grattages systématiques ne sont intervenus qu'à partir de 1850, et que si l'on regarde le portique de Serlio, lui a conservé une stratigraphie extrêmement dense et extrêmement riche de ces badigeons avec des faux joints blancs, noirs ou rouges selon les campagnes de travaux. Alors évidemment, avec le temps, le goût peut varier. Voici une restitution des découvertes que l'on vient de faire récemment sur le portail de la chapelle haute de la Sainte-Chapelle, travail que nous avons fait avec le cabinet Studiolo, et je salue Clément Guinamard au passage. Nous avons fait donc tout un certain nombre de découvertes sur la polychromie, ici celle que vous avez, et la polychromie du XIIIe siècle. Alors on a bien sûr pu travailler uniquement sur ce qui nous reste du XIIIe siècle, puisque comme vous le savez, beaucoup d'éléments ont été remplacés au XIXe siècle. Donc on avait une poursuite à l'extérieur de la polychromie intérieure, et vous aviez dans cette polychromie intérieure, je reprends le propos de François Jeannot, bien sûr on est toujours sur le thème de la Jérusalem céleste, et si vous prenez la description de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse de Saint Jean, on vous dit qu'elle est faite de pierres magnifiques, d'orphire, d'émeraude, etc. Eh bien, la polychromie des vitraux, comme la polychromie architecturale, est une polychromie destinée à illustrer ce thème de la Jérusalem céleste. Donc, au XIIIe siècle, voilà le goût qui domine. Puis, nous avons identifié sur cette polychromie que vous voyez en fond, ces couches jaunes que l'on voit revenir de façon extrêmement récurrente. Je ne vous en montre que deux exemples ici. Couche jaune, c'est le deuxième état de la Sainte-Chapelle qui se retrouve au travers d'autres documents. Alors, vous avez ici deux tableaux du maître de Saint-Gilles
L'un qui est la messe de Saint-Gilles dans la basilique Saint-Denis, et ici vous êtes au niveau de la chapelle basse de la Sainte-Chapelle. Si vous regardez ici, vous avez le tombeau de Dagobert. Le tombeau de Dagobert a fait l'objet d'études détaillées, et le tombeau de Dagobert est bien initialement polychrome et a été ensuite badigeonné ton-pierre aux alentours du XIVe siècle. De la même manière, dans la Sainte-Chapelle, pour la partie basse, où l'on avait des teintes moins denses que celles que l'on a vues sur le portail haut, mais par le maître de Saint-Gilles, nous ne connaissons que le portail bas. Voyez ici la statue du Christ qui est sur le trumeau. L'ensemble, ici, est dans un ton pierre. Donc, on voit clairement que l'on a eu un changement, une évolution du goût. On ne cherche plus la polychromie, mais on cherche le volume et l'expression monochrome, ce qui est une alternance régulière dans l'histoire de l'architecture qu'on retrouverait entre les néoclassiques et le retour à la couleur dans les années 1840 avec un architecte, par exemple, comme Duban ou Labrouste. Et ce phénomène se retrouve de façon assez régulière à travers l'Europe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la cathédrale de Metz où on a identifié les mêmes sujets, une première strate polychrome, puis une strate grise que vous retrouvez par exemple ici en Suisse à Fribourg, où à partir du XVIe siècle, sur de nombreuses cathédrales, la polychromie médiévale étant jugée désagréable, a été recouverte par une monochromie beige grise, rehaussée par ces éléments d'or, à l'exception bien sûr de la statue du Saint-Nicolas en partie centrale. Alors sur le sujet de la construction aussi, la pierre souvent peut nous tromper ou nous manipuler. Ici, vous connaissez tous l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. L'anthrax entre les colonnes est de 4,25 m. Et donc, on a cette illusion magnifique de ces colonnes qui portent ces grands linteaux appareillés, chef-d'œuvre de stéréotomie. Eh bien, vous allez voir que si on supprime une colonne, ça ne change pas grand-chose à la situation. Voilà ce que les Allemands avaient fait en 1944 avec un char Tigre. On peut faire des expériences intéressantes. Et la suppression de la colonne a amené la portée à 8,50 m. Et je ne vous passe tous les détails, les photos qu'on peut avoir là-dessus, mais ça n'a pas eu d'incidence sur la tenue des architraves de la marine. On n'a pas poussé l'exercice jusqu'à enlever une troisième colonne pour voir ce qui se passait. Ça me donne l'occasion aussi de vous dire, parce que certains s'inquiétaient de savoir si on allait bien garder toutes les fenêtres du XVIIIe siècle, avec leurs verres XVIIIe, etc. Je vous rassure tout de suite, les Allemands s'en étaient chargés avant nous, et les combats de la libération. Et en 1871, pendant la Commune, on a également allègrement usé du canon et du fusil dans le secteur de la marine, qui de toute façon aurait dû brûler comme le reste des bâtiments. Alors évidemment, tout ça, vous le savez, c'est dû à la pierre armée. Ça, vous connaissez le sujet par cœur, colonnade du Louvre. Je salue ici Bernard Foncarny, qui a fait beaucoup de travaux sur le sujet de la pierre armée que Gabriel a largement utilisée à la marine et que l'on retrouve sur bien d'autres secteurs. Et l'on voit à quel point ce sujet, cette technique est extrêmement efficace. Si on la connaît bien pour la période classique, on la connaît moins pour la période médiévale, et elle a permis, dans certains cas, de faire des prouesses techniques assez étonnantes. Vous êtes ici dans la loge des tailleurs de pierre de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, et vous voyez cette voûte qui ne se termine pas, il n'y a pas de clé, il y avait en plus un effet optique avec comme deux oculus qui ouvrent vers le ciel, et ces voûtes qui s'arrêtent, suspendues dans le temps et dans l'espace. Eh bien, tout ceci est dû à une agrafe. On avait pu faire des sondages, un système d'agrafe par la partie haute, mais également tout un ensemble de claveaux qui sont tous armés les uns aux autres et qui permettent justement cet effet de lévitation qui est extrêmement surprenant quand on découvre les lieux. Alors, en conclusion sur ce sujet, eh bien, je dirais que l'analyse que l'on a regardé là brièvement, cette petite déambulation, pourrait s'appliquer à bien d'autres matériaux. On pourrait le voir sur la brique. Il y a 1000 manières de donner les illusions de perfection sur la brique.
Mais le sujet se pose également sur le bronze. Quelle couleur préférez-vous le bronze? Vous le préférez bronze médaille, doré ou vert à l'antique? À la fin du XVIIIe siècle, vous avez tout à fait le choix dans différents inventaires du garde-meuble royal devenu hôtel de la Marine. On nous parle bien de certaines pièces qui sont dans un bronze médaille, donc dans un bronze noir à la manière corinthienne, d'autres qui sont dorés, et d'autres que l'on fera vert à la manière des antiques. C'est toute la question qui s'était posée, notamment lors de la restauration de la colonne Vendôme. La colonne est-elle brune ou est-elle verte? Eh bien, pour vous répondre, elle a été brune et elle ne l'est pas restée longtemps avant de devenir verte. Donc, on pourrait également se poser cette question sur ce sujet. Mais vous avez également des sujets sur la statuaire monumentale. Si on parle du bronze, on a toujours cette illusion de la perfection. Ici, je vous ai mis les gravures correspondant à la fonte de la statue de Louis XIV par Girardon, mais on a également de magnifiques gravures pour la fonte de la statue de Louis XV sur la place royale, devenue place Louis XV, devenue place de la Concorde, avec cette illusion de perfection, avec cette métaphore médicale. On a l'impression d'un corps que l'on va faire naître en injectant le sang par les différentes artères que l'on voit ici. Eh bien, pour nous montrer que la cire perdue, la technique à la cire perdue et la technique noble face à la fonte au sable, eh bien, tout ça, c'est une recherche d'une perfection idéale, puisque tout ça n'existe que sur la gravure. La statue de Louis XV, par exemple, après sa coulée, a dû rester 10 ans en atelier pour faire l'objet de milliers de pièces et de reprises, de ciselures, pour arriver à quelque chose, dit-on, d'acceptable avant de la poser sur la place. Donc la peau est là comme une solution esthétique. Elle est là pour donner une illusion de perfection, bien souvent. Elle est là également comme une solution technique, puisqu'elle permet la protection des épidermes fragiles. Elle évolue en fonction du goût et des époques. Et comment pourrait-on faire pour vivre sans sa peau, comme vous le montre le transit de Ligier-Richier sur la gauche? C'est une flânerie qui, à ce moment-là, vous conduirait tout droit au cimetière. La peau et la couleur, c'est le symbole de la vie. N'oublions pas qu'en Europe, on se met en noir pour les enterrements, mais dans beaucoup de pays, notamment en Inde, on se met en blanc, parce que le blanc, c'est la négation de la couleur dans des pays qui vivent avec une culture de la couleur, à tel point qu'il y a des journées de bataille de couleurs, par exemple en Inde. Et donc le blanc est la négation, la peau est la couleur de la vie, le rejet de la peau, c'est la mort que vous avez à gauche, et au fond, vous avez le choix entre la photo de gauche ou la photo de droite, à vous de choisir entre une culture de vie ou une culture de mort. Je vous remercie pour votre attention. Moi, je vais évoquer avec vous deux petits sujets qui sont en fait les préoccupations que peut avoir l'architecte vis-à-vis des matériaux de substitution et vis-à-vis des problèmes de conservation. Parce qu'effectivement, ce qui nous passionne, c'est les questions d'architecture qu'on vient d'évoquer, mais on a aussi à garantir la qualité de nos travaux, ce qui n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et d'ailleurs, je remercie là l'assistance que peut nous apporter le LRMH et d'autres laboratoires, qu'ils soient privés ou plutôt publics. Et je vais vous exposer rapidement deux sujets qui ne montrent pas la façon dont j'ai pu briller sur les problèmes rencontrés, mais qui permettent d'évoquer des questions qui peuvent se poser à chacun d'entre nous, je parle des architectes notamment, et qui ne trouvent pas forcément leur solution facilement. Notre préoccupation, ce qui sous-tend notre travail depuis maintenant d'assez nombreuses années, c'est de privilégier toujours la conservation plutôt que le remplacement, puisque ce qui nous intéresse, c'est de garder bien sûr la mémoire des formes, mais aussi la matière qui témoigne de l'authenticité de ces formes-là. Alors, c'est une politique dans laquelle nous sommes, je pense, tous très impliqués. Il y a eu un changement, je dirais, de façon de travailler il y a une trentaine d'années à peu près. Mais conserver, c'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire. Et je vais simplement illustrer ce propos pour
provoquer, je dirais chez vous, plutôt le questionnement que pour faire la preuve de la qualité des solutions apportées. Alors sur le château de Lunéville, vous avez eu ce matin un exposé concernant appuyé sur cette thèse qui a été cette brillante thèse qui a été réalisée, je le rappelle, grâce à l'initiative d'une entreprise qui avait été très impliquée dans la restauration et du laboratoire de recherche des monuments historiques associé à l'université, qui se sont associés ensemble, donc je les en remercie, et puis je pense qu'on peut tous les en remercier, pour essayer de comprendre le phénomène vis-à-vis duquel nous avions à répondre face au questionnement du public surtout, des élus bien sûr qui représentaient le public, et dans une moindre mesure des propriétaires. Donc le château de Lunéville a brûlé en 2003. Donc vous voyez là les images de cet incendie. C'était un incendie absolument de violence inouïe qui a fait disparaître tous les planchers intérieurs, toutes les charpentes. Enfin, je passe les détails. Je pense que les images sont suffisamment explicites, avec des éléments qui tenaient encore debout, avec une construction qui nous semblait relativement homogène, puisque les recherches historiques montraient que la construction s'était déroulée dans une période assez brève, réalisée par Beaufranc pour le duc Léopold, donc dans une période d'une vingtaine d'années, ce qui est quand même assez bref pour un si grand château. Donc, on pouvait considéré avec un apport de matériaux à peu près homogène. On n'avait pas d'identification claire des carrières qui avaient pu permettre cette construction, mais on pouvait le supposer. On a eu toutes ces réflexions ensemble avec Jean-Didier Mers notamment. Donc là, je vous passe des images rapidement qui montrent la façon dont on a procédé, mais je ne suis pas là pour vous expliquer la restauration de ce château. Donc on a d'abord pris des mesures conservatoires, on a abrité, on a cherché, étudié, restauré, proposé à la Commission nationale, etc. Je passe toutes les étapes. Et nous avons finalement conduit une restauration qui s'attachait, comme c'est notre préoccupation à tous, à respecter l'état initial du monument, qui était assez bien documenté malgré tout, puisque c'est un monument qui n'est pas très ancien. Il date des années 1730. On n'est pas sur un édifice médiéval qui a perdu tous ses épidermes. Et on a retrouvé donc des traces de polychromie, on a pu reconstituer la nature des enduits, on a pu authentifier un certain nombre de pierres, de modénatures. Donc on a fini, à force de recherche, par avoir assez peu de doutes sur l'état initial du château, et avec notamment, je dis aussi, parce qu'il n'y a que cette datation qui est vraiment objective, des dendrochronologies qui donnaient des dates précises de construction des charpentes, qui, contrairement à une idée reçue, d'ailleurs, n'étaient pas flottées, hein, les arbres étaient coupés et mis en œuvre immédiatement, donc on a mis en œuvre des bois verts. Mais nous n'avions pas de doute vraiment. Alors je passe là sur le projet des toitures qui s'explique par des explications que je ne fournirai pas aujourd'hui parce qu'on serait trop long. Et nous avons donc restauré la matière en place, restitué les badigeons qui pouvaient recouvrir ces matières et pour lesquels nous avions des vestiges suffisamment importants. Et nous avons reconstruit, rétabli un certain nombre de dispositions qui avaient été ruinées par l'incendie. Sur cette photographie, donc on commence à, alors la flèche est là, oui. On commence à voir le problème, enfin la question qui vous a été évoquée ce matin, qui commence à s'installer. Donc ces tourelles sont entièrement anciennes, il n'y a quasiment pas de pierre neuve sur ces tourelles. Elles ont été arrosées par l'eau des pompiers, évidemment. Et badigeonné, parce que sur ces éléments, on était certain qu'un badigeon avait été appliqué. Et assez vite, là, on est assez près du moment où on a livré le bâtiment, enfin cette partie restaurée. Assez vite, effectivement, on a ces résurgences noires qui commencent à apparaître, et on s'en inquiète tout de suite, évidemment.
On s'en inquiète tout de suite. Et donc là, c'est pour évoquer les images sur lesquelles on a pu se baser pour restituer un certain nombre d'éléments, et notamment les pots à feu qui couronnent les balustrades qui avaient tous disparu, les cheminées qui avaient disparu, autant d'éléments, à mon avis, d'une grande importance dans le cadre d'une restauration de cette nature. Donc les pots à feu, je passe les éléments, et encore une fois, assez vite, on voit des éléments qui se noircissent ici ou là. Sur le moment, nous n'avons pas de réflexion quant à la nature des pierres qui sont vulnérables à ce noir. On le voit aussi un peu sur les soupassements. On a d'abord pensé, parce que c'est une forme d'accusation qui a été dressée, mais c'est normal, l'architecte est là pour ça, comme quoi on n'aurait pas dû passer de badigeon, puisque le badigeon apparemment produisait un effet extrêmement néfaste, enfin en tout cas très visible, et donc on s'est demandé si le badigeon provoquait vraiment cet effet. Et là on est à l'intérieur, même pierre, même punition, et aucune trace noire. Il y en a, alors aucune trace noire, pas tout à fait. Vous voyez à la retombée de l'escalier, donc sur des pierres anciennes, là effectivement c'est badigeonné, on n'est pas soumis aux intempéries, et ces traces noires apparaissent, et on n'arrive pas à ce moment-là, on n'explique pas la raison de ces apparitions. Bon, ça je passe, les aménagements contemporains. Encore une fois, là, on a des pierres neuves et on a l'impression qu'il y a un petit peu de noir qui apparaît, mais pas de façon violente. Ici, il n'y a pas eu de badigeon de passé, on a des pierres anciennes et le noir apparaît, ressurgit sur la pierre. Donc ça, les aménagements intérieurs, je passe. Et dans la chapelle, donc ça, vous avez à gauche l'état avant l'incendie, à droite l'état après incendie. Nous avions fait des analyses fines et on avait pu voir qu'il y avait des badigeons qui recouvraient les colonnes avec un principe de polychromie rouge, et blanc, jaune, etc., que nous avons restitué, on le voit sur ces jolies photos, et sur ces colonnes qui sont du même grès que ceux de la construction, encore une fois, on les a entièrement badigeonnés. Aucune résurgence de traces noires, aucune manifestation du désordre, du désordre, si on peut s'exprimer ainsi, qui est apparu. Donc là, quelques images du sous-sol où on voit ici ou là des apparitions de ce noir qui nous a beaucoup gênés. Le traitement des façades avec des éléments, des parties qui noircissent effectivement sans qu'on s'explique pourquoi. Et sur les façades suivantes, donc, on s'est refusé à badigeonner pour faire l'expérience de savoir si le badigeon n'était pas... Parce que tout ça, c'est apparu en cours de chantier. Et comme le chantier se déroulait sur un temps important, on a pu changer notre fusil d'épaule, essayer d'autres hypothèses de travail. Mais on voit ici que malgré l'absence de badigeon, sur des pierres anciennes, des éléments noirs apparaissent ici ou là. Et je vais vous en remonter ici encore. Vous voyez, là, on s'était refusé à badigeonner ces parties de bâtiments qu'on a livrés dans les derniers, et des éléments noirs apparaissent aussi. Enfin, on voit cette noirceur qui apparaît. Et alors là, sur cet emmarchement, escalier, certaines pierres sont anciennes, beaucoup sont neuves. Bien sûr, on n'a pas badigeonné l'escalier, ça serait un petit peu contre nature. Et pourtant, le noir, cette couleur noire gênante, apparaît quand même. Donc c'est là que, je dirais, je vous expose ici, c'est une histoire en 3 parties. Vous avez eu tout à l'heure la deuxième partie, ce matin. Là, je vous expose la première partie, et ce qui manque maintenant, c'est la troisième partie. C'est-à-dire, nous avions engagé cette démarche dont vous voyez ici le témoignage pour rechercher des entreprises, entre guillemets, susceptibles de répondre à la question de à la fois l'identification de la raison de cette décoloration ou surcoloration et la recherche d'un moyen de pallier cette question de décoloration qui, j'insiste par ailleurs, ne met pas en péril le monument, par contre altère l'aspect
son aspect général et donc ne fait pas plaisir à l'architecte, bien sûr, et au public non plus. Donc nous avons engagé fait cette proposition de recherche de partenaires, dirions-nous, pour chercher des solutions, identifier la raison du désordre, du désagrément, et rechercher des façons de le traiter. Mais notre démarche s'est arrêtée là, puisque ça, c'était dans l'idée qu'un maître d'ouvrage voudrait bien assurer cette maîtrise d'ouvrage pour rechercher des solutions. Et le maître d'ouvrage, à ce moment-là, a souhaité ne pas aller plus loin, arguant du fait que, de toute façon, ces problèmes de couleur n'étaient qu'esthétiques et que le monument n'était pas en péril, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de problème de conservation stricte de la pierre. Et c'est à ce moment-là que, des années se sont passées aussi, mais c'est sur ce refus qu'avec Jean-Didier Mersch, que je remercie encore une fois, et le LRMH, a été recherché une façon, et l'entreprise FLB, qu'il ne faut pas oublier, a été recherché une façon de comprendre ce phénomène, les scientifiques arguant du fait qu'on était face à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. On ne pouvait pas accuser les badigeons, on ne pouvait pas accuser la pierre neuve, puisque ça apparaît sur la pierre ancienne, et on ne pouvait que comprendre le phénomène à partir de la nature même de cette pierre, de ce grès en œuvre, et de la façon dont il avait été altéré, dont il avait été mobilisé par l'action des pompiers et cette très grande présence d'eau. Et je voudrais, si vous pouviez lancer l'autre PowerPoint, excusez-moi, j'espère que ce n'est pas trop long, mais c'est assez rapide, évoquer un autre sujet qui est d'une autre nature, mais qui me met dans une difficulté à peu près comparable. Donc je ne suis pas là pour montrer à quel point je sais résoudre tous les problèmes, mais plutôt pour montrer la nature des problèmes qui peuvent se poser à nous. Et l'autre jour, on discutait avec Bernard Fonterny, et je suis assez d'accord avec lui, le fait de remplacer la pierre, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on ne croit, et je voudrais là l'illustrer si on peut lancer. Merci beaucoup. Je voudrais évoquer avec vous rapidement, merci Catherine, je voudrais évoquer avec vous rapidement un sujet qui est d'une autre nature, mais vous verrez un petit peu comparable. Nous travaillons sur une ancienne abbatiale, une église qui est en Argonne. L'Argonne, c'est un très joli pays, très vallonné, à la frontière de la Meuse et de la région Champagne-Ardenne. Et on est dans une commune de 400 habitants, je crois, enfin c'est une toute petite commune, avec un maire très volontaire, très décidé, qui a décidé de trouver les moyens de restaurer son abbatiale, l'abbatiale de la commune évidemment. Et pour ce faire, il a mobilisé de l'argent public et il a fait en sorte même que la commune, qui n'a aucun moyen, n'abonde que pour 0 €, sachant que la part de la commune est abondée par une association qui lui reverse l'argent, etc. Si je dis ça, c'est très important, c'est que pour le maire qui a fait tous ces efforts, et on mène une opération, je ne me souviens plus des montants, mais enfin c'est plus d'1 million d'euros, donc c'est quand même beaucoup d'argent malgré tout, il est hors des questions de ne pas réussir notre action. C'est-à-dire qu'on a un devoir de résultat sur un sujet comme ça. Et alors, je vais évoquer rapidement, donc c'est une très jolie église. Il se trouve qu'en plus, il y a des très beaux vitraux cisterciens qui sont en cours de restauration, mais je passe sur le sujet puisque ce n'est pas vraiment notre propos aujourd'hui. Donc ça, pour évoquer la forme générale de l'église. Et là, on va commencer à rentrer dans le sujet, c'est-à-dire c'est une église qui est construite dans une pierre locale, entre guillemets, qui s'appelle la gaise, qui est une sorte de grès qui est mélangé finalement, alors je dis sous le contrôle de Jean Didier, pour j'espère pas dire de bêtises, mais qui était mélangé à de l'argile et qui est une pierre qui est extrêmement fragile. Et aujourd'hui, avant restauration, mais la restauration est en cours et vous allez comprendre le côté sensible du sujet. Cette église se présente avec de belles façades, hein, c'est une belle architecture de la fin du XIIIe et qui est composée avec des éléments de parement qui sont en briques.
La majorité des parements sont dans cette pierre gaise. Alors c'est une pierre qui est un petit peu verte, hein, c'est un grès qui tire vers le vert à cause de sa présence d'argile, imagine. Et la plupart des couronnements ont été repris déjà en pierre de Brovilliers, qui est la pierre locale, la pierre dure, un calcaire dur classique, qui est un peu plus fin que la pierre de ville et qui se pratique beaucoup dans cette région. Je pense que Christophe Bottineau la connaît très bien aussi. Et les fenestrages, un certain nombre de fenestrages ont été repris également en pierre de Brovilliers. Et donc là, vous avez sur ces illustrations, là, les traits horizontaux qui sont dessinés représentent les parties en briques au-delà des toitures. Hein, je pense que vous identifiez les dessins. Et on peut se demander d'ailleurs sur certaines parties si la brique ne fait pas partie d'un dessin voulu. Enfin bref. Donc la brique vient en élément de réparation, comme on le voit ici, de comblement, vient aussi pour alimenter un dessin, et les restaurations ont été faites, vous voyez ici, avec un calcaire régional, donc la Brovilliers, et notre gaze, alors là elle apparaît plus jaune, mais je suis sûr que sur beaucoup de vues elle est plus verte. Notre gaze, elle se décompose comme on le voit ici. Alors je vais essayer de passer rapidement. On voit ici la présence de briques, la présence de Brovilliers et la présence de gaze, alors qui est ici, qu'on ne voit pas bien dans le détail, mais que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pour que vous compreniez, donc ça je passe là sur ces sujets, et voilà la façon dont l'altération de cette gaze se produit. Donc c'est absolument spectaculaire. Donc mon propos, vous allez le voir dans les images suivantes, c'est d'abord de demander conseil pour savoir quelle pierre on peut mettre en remplacement. Et comme tu le disais Martin tout à l'heure, le conseil du LRMH est de mettre une pierre qui soit plus fragile que la gaze. Enfin, quand on voit le niveau de fragilité de la gaze, quand on met plus fragile que ça, c'est préoccupant. Et comment expliquer ça au maire ? On va lui mettre de la pierre plus fragile que celle qui est en place pour être sûr qu'en cas de dégradation, c'est la pierre qu'on met en œuvre qui va se dégrader et pas la pierre d'origine. Donc voilà le principe de dégradation de cette pierre. Et alors cette photo est très intéressante parce qu'elle montre une pierre que dans d'autres édifices, on chercherait finalement à conserver. Mais pour conserver une pierre comme ça, il faut injecter les fissures, il faut lui retrouver une forme de cohésion, parce que sinon, sa durabilité est largement condamnée. Il ne s'agit pas seulement d'un problème d'aspect, il s'agit d'un problème de stabilité et de construction. Certains de nos prédécesseurs avaient trouvé cette solution de combler les vides créés par l'usure de la pierre, mais on connaît les limites de ce type d'exercice, et on voit là cohabiter, finalement, là c'est de la gaze, et là c'est de la Brovilliers. On voit bien la différence. Certaines restaurations ont été faites comme ceci, donc en appliquant une forme d'enduit dont on voit très bien qu'il n'a aucune longévité. Alors, je vous donne un extrait du rapport du LRMH qui nous a accompagnés, qui continue à nous accompagner, fort heureusement, mais dans lequel, finalement, le conseil qui est donné... Alors, merde, comment je reviens en arrière ? Ah oui. Voilà. Néanmoins, le conseil qui est donné, le conseil utile, le conseil de bon sens, c'est de dire il faut d'abord, parce que cette pierre est sensible à l'écoulement des eaux, évidemment. Donc, le premier conseil, un conseil de bon sens, il faut veiller à ce que les organes qui recueillent les eaux soient efficaces. Donc ça, effectivement, on y avait pensé aussi, mais c'est une première chose. Après, la deuxième chose, le deuxième conseil du LRMH, alors je laisserai Jean-Didier peut-être répondre, parce que là je suis un petit peu ironique, mais le deuxième conseil du LRMH, c'est de chercher une pierre qui soit plus fragile finalement que cette gaze, pour que le remplacement des pierres ne provoque pas de désordre sur la gaze en question. Et donc ce qui nous est conseillé à ce moment-là, c'est de rechercher des tuffeaux qui puissent se permettre d'avoir des pierres de remplacement. Alors ce que nous avons fait, hein, donc là voilà le tuffeau qu'on a retenu. Alors bon, évidemment sur une photo comme ça c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est vrai que le tuffeau d'un point de vue de son aspect
répond à la demande qu'on peut en avoir. Et puis finalement, on essaye de trouver un équilibre qui n'est pas encore trouvé parfaitement, donc si Jean-Didier veut faire un commentaire, je l'en remercie, dans lequel, en fait, on va remplacer une partie des pierres par de la brique. On va remplacer une partie des pierres par de la pierre de Bourvilliers quand c'est des organes qui reçoivent de l'eau de pluie, etc. On va intégrer également du tuffeau dans les endroits qui nous semblent les mieux protégés et qui ne seront pas sujets, j'espère, à dégradation. Et le sujet sur lequel nous travaillons en ce moment, et j'avoue que nous n'avons pas encore trouvé la bonne façon de faire, mais j'espère bien qu'on va trouver, parce que notre calendrier est en cours, nos échafaudages coûtent cher, c'est la façon de traiter les fissures sur les pierres que nous voudrions conserver, parce qu'il y a beaucoup de pierres qui sont, à mon avis, conservables par leur aspect, mais qu'il faut absolument consolider. Et le PLM, qui est le fameux produit magique qu'on utilise partout, semble ici incompatible avec cette pierre et donc très difficile à employer. Et cette difficulté fait qu'aujourd'hui, nous avons engagé une démarche avec une restauratrice que nous avons conseillée à l'entreprise de maçonnerie Pierre de Taille, pour qu'elle fasse des essais sous les conseils du LRMH, qu'elle fasse des essais, que ces essais après soient examinés par un laboratoire qu'on lui a conseillé également, et qu'on puisse très vite stabiliser la nature d'un coulis à injecter dans ces fissures pour pouvoir sauver les quelques pierres qui peuvent être sauvées. Vous voyez, alors ici, effectivement, cette pierre-là, on pourrait en discuter parce qu'elle est quand même assez altérée, mais dans les pierres qui sont en bon état, il y a quand même un réseau de micro-fissures, alors là, cette photo-là n'est peut-être pas la plus représentative, qui montre qu'on ne peut pas laisser ces pierres dans l'état, mais qu'il ne faut absolument pas les remplacer. Elles sont en bon état, en suffisamment bon état pour être conservées. Donc, Jean-Didier, si tu veux faire un commentaire, je trouve que ce serait pertinent. Et en tout cas, je vous remercie.